La veille du vol, mon frère Hugo m'a balancé un itinéraire imprimé en me disant que j'étais dans le groupe B et que l'embarquement commençait à 11 heures. Je me suis réveillée à 9 heures le lendemain matin. À la porte d'embarquement, une femme en uniforme de la compagnie aérienne a scruté mon billet avant de me dire que ce vol était parti il y a 2 heures. J'ai appelé mais personne n'a décroché. Puis ma mère a publié une photo sur les réseaux sociaux disant que toute la famille était enfin réunie pour les vacances, sauf que je n'y étais pas. Alors j'ai ouvert mon application et j'ai agi. Au coucher du soleil, j'avais 36 appels manqués et un message vocal hurlant me disant qu'ils étaient coincés en ville et me demandant ce que j'avais fait. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, je suis l'aîné, celui qui planifie tout, celui qui garde des piles de rechange dans un tiroir étiqueté et qui note la pointure de tout le monde dans un petit carnet au cas où. Mon métier consiste à réparer les choses puisque je travaille au support informatique d'un grand hôpital parisien, et par défaut, je répare aussi les problèmes de ma famille. Si quelque chose casse, c'est pour moi. Si un formulaire administratif doit être rempli, il atterrit dans ma boîte mail à minuit -2 avec un petit message me demandant si je peux m'en occuper. Mes parents nous ont élevés avec le dogme de la famille avant tout. Ça semblait chaleureux quand j'étais gosse, mais à l'âge adulte, ça signifie souvent que Julien doit tout gérer. Mon frère Hugo a 2 ans de moins que moi, il est doué pour le charme mais incapable de gérer un calendrier. C'est le chouchou de tout le monde depuis qu'il sait sourire. Ma mère dit toujours qu'il est le rigolo de la bande comme si c'était un titre professionnel, alors que moi, je suis le sérieux. Le sérieux, c'est celui qui paie les factures. Nous devions enfin faire un voyage de groupe dans une villa sur la Côte d'Azur. Ma mère l'a répété 100 fois, tous les 4 ensemble. J'avais réservé la maison des mois à l'avance et payé la compte avec ma carte bancaire parce que le propriétaire n'acceptait qu'un seul payeur. Les réservations de vol étaient compliquées, alors Hugo s'en est chargé parce qu'il prétendait s'y connaître en promotion. Il a utilisé des expressions comme tarif préférentiel et crédit de fidélité. Je l'ai laissé faire parce que j'étais fatiguée. Il m'a demandé mes identifiants de fidélité Air France pour regrouper nos miles et je les lui ai donnés. Il a dit qu'il imprimerait l'itinéraire pour moi car il sait que j'aime le papier. La veille du départ, Hugo est passé à mon appartement avec un grand sourire et un paquet de feuilles agrafées en affirmant que j'étais dans le groupe B avec un embarquement à 11 heures. Il a tourné la page comme un magicien en me conseillant de mettre 2 alarmes pour ne pas être en retard comme d'habitude. J'ai ressenti une petite pointe d'agacement face à cette remarque mais j'ai laissé passer. J'ai vérifié mon sac à dos, fait mon rituel avec le chargeur, le passeport, les écouteurs et mon sweat à capuche. J'ai posé l'imprimé sur le comptoir de la cuisine et j'ai réglé 3 alarmes par sécurité. J'ai envoyé un message sur le groupe familial pour dire qu'on se voyait à l'embarquement. Ma mère a envoyé des émojis de palmier, mon père m'a dit de partir tôt car la sécurité à l'aéroport est toujours un enfer et Hugo a envoyé un gif d'avion en disant qu'on gérait la situation. Je me suis réveillée à 9 heures, fière de moi. J'ai pris une douche rapide et un café à emporter. Je suis arrivée à l'aéroport à 10h-5, j'ai passé les contrôles de sécurité sans encombre et je me suis dirigée vers la porte à 10h25 avec le sentiment d'être un adulte responsable. Une femme en blazer bleu marine a scanné mon papier, a incliné la tête, a plissé les yeux et a scanné à nouveau. Elle m'a annoncé que ce vol était parti depuis 2 heures. Mon cerveau a bugué. J'ai insisté en disant que mon embarquement était prévu à 10h40 pour le groupe B. Elle m'a montré les petites lignes qui indiquaient une date différente et un numéro de vol différent. Elle m'a expliqué que ma réservation avait été modifiée et que le vol de 8 heures du matin pour Nice était déjà parti. J'ai appelé Hugo, je suis tombée sur sa messagerie. J'ai appelé ma mère, messagerie aussi. J'ai vérifié notre discussion de groupe mais rien. Puis j'ai ouvert Instagram sans réfléchir et je les ai vus. Le post de ma mère disait que nous y étions enfin tous ensemble avec 3 points d'exclamation et une photo de mon père avec sa valise cabine, Hugo avec ses lunettes de soleil et ma mère avec son coussin de voyage. Tous ensemble, vraiment. Je suis restée plantée là avec mon papier inutile et une boule dans la gorge que je connaissais trop bien. J'ai regardé le billet, puis l'application sur mon téléphone, celle avec mon nom sur la carte, mes points de fidélité et ma réservation pour la villa que le propriétaire appelait déjà la nôtre.
J'ai ouvert l'application. Je n'avais rien planifié de spécial, je voulais juste voir la vérité sur un écran qui ne mentait pas avec des émojis palmiers. Un message de ma mère est arrivé à ce moment-là comme une gifle et une excuse simultanée pour me dire qu'ils étaient déjà à l'hôtel mais que le réseau passait mal avant de couper. La photo disait tous ensemble mais l'application affichait que la carte principale enregistrée était celle de Julien. Monsieur, la dame de l'embarquement m'a appelé monsieur et le bourdonnement dans ma tête m'a crié que ce n'était pas nouveau, c'était juste plus flagrant cette fois. J'ai jeté le papier à la poubelle, je me suis assis et j'ai regardé chaque endroit où mon nom avait été utilisé comme une poignée de secours. Pour comprendre cette matinée, il faut comprendre les mois de préparation et les années qui m'ont appris ce que ma famille entend par s'entraider. Ça a commencé petit à petit. Lors de sa terminale, Hugo a oublié de soumettre son dossier de bourse. Ma mère m'a appelé à minuit passé en chuchotant comme une espionne pour me demander si je pouvais me connecter et le faire à sa place. Je l'ai fait. Quand il a failli rater son premier appartement parce qu'il avait perdu ses fiches de paie, j'ai rédigé une lettre et j'ai scanné des documents en prétendant être son contact aux ressources humaines. Quand il a quitté un boulot après 3 semaines parce que son patron était négatif, mon père m'a appelé pour me dire de me comporter en leader et de lui avancer son loyer. J'ai envoyé 450 €. Quand le forfait téléphonique familial est devenu un casse-tête, j'ai tout repris à mon nom. Ça semblait logique au début, un seul identifiant, une seule facture, c'était propre. Puis Hugo a commencé à utiliser les extensions de paiement comme des bons de réduction et les frais de retard sont devenus des urgences familiales que ma carte absorbait silencieusement. Ce voyage devait être un nouveau départ pour les 60 ans de ma mère. Elle voulait une semaine sans dispute où tout le monde ferait des puzzles le soir en écoutant la musique de jeunesse de mon père. J'ai envoyé un mail avec plusieurs options. Hugo a répondu que c'était trop cher et qu'il avait trouvé une maison moins coûteuse. Mon père a dit que c'était trop loin de la mer et qu'il en avait trouvé une avec accès à la plage. Ma mère a décrété que c'était parfait et que j'étais un génie. J'ai payé l'acompte de 1 250 € avec ma carte en me disant que les autres me rembourseraient plus tard. Ma mère a dit que les remboursements n'arrivaient pas et m'a demandé si je pouvais simplement avancer les frais jusqu'à l'arrivée car c'était plus simple. Pour les vols, Hugo a levé la main. Il adore ce mouvement où il se porte volontaire bruyamment pour ensuite disparaître quand le travail commence. Il a dit qu'il gérait tout car il avait des miles. Il m'a envoyé un message privé pour me demander mes points afin de les cumuler en me disant de lui faire confiance. Je lui ai donné mes accès. Il a répondu par un pouce levé puis silence radio pendant 2 semaines. Quand j'ai demandé des nouvelles poliment, il a envoyé un emoji de basket en disant qu'il était sur le coup. Je n'ai pas insisté, j'ai voulu y croire. Pendant ce temps, les demandes s'accumulaient. Ma mère m'a demandé de payer la voiture de location en promettant un virement dès l'atterrissage. Mon père a ajouté que je devais prendre l'assurance complète car il ne voulait pas être responsable. Hugo a suggéré de prendre un modèle supérieur puisque c'était l'anniversaire de maman. Mais prendre un modèle supérieur signifiait que Julien payait. J'ai fini par écrire que je pouvais payer ma part et l'acompte mais que je ne pouvais pas financer toute l'expérience. Je me suis senti courageux en écrivant ça. Ma mère a répondu avec un smiley triste. Mon père m'a appelé pour me raconter des paraboles sur ma grand-mère qui veillait toujours à ce que l'aîné prenne soin des autres. Hugo m'a envoyé un message pour me dire que ce n'était pas si grave, c'est sa phrase préférée quand quelqu'un d'autre paie. 2 jours avant le départ, j'ai demandé confirmation de l'heure du vol et des codes de réservation. Hugo m'a répondu qu'il avait tout imprimé pour moi. Ça aurait dû être un signal d'alarme énorme. Il m'a donné le paquet la veille avec un sourire qui sous-entendait que j'avais de la chance de l'avoir. Il n'a jamais mentionné de changement, il n'a jamais dit 8 heures du matin, il n'a jamais dit qu'il partait sans moi. Pourquoi l'aurait-il fait? J'ai toujours été l'élastique de cette famille, il me tire dessus et je reprends toujours ma forme initiale. Je suis celui qui fait 1 heure de route pour rapporter un chargeur oublié, celui qui apporte sa propre échelle pour réparer la gouttière de mon père parce qu'un artisan coûte trop cher. Celui qui va chercher les médicaments de ma mère parce que son application est trop compliquée alors que je vois un sac de chez Sephora sur son siège passager qu'elle a acheté le matin même. À chaque fois, je décide de ne rien dire pour ne pas gâcher la soirée.
L'argent est devenu un sujet tabou il y a des années quand je cumulais 2 boulots pour rembourser une erreur de carte de crédit et que j'ai fini par m'en sortir seule. J'ai construit un petit fonds d'urgence. Hugo a appelé ça de l'avarice, ma mère a dit que j'étais obsédée par la sécurité et mon père a décrété qu'on n'emportait pas son argent dans la tombe. Quand j'ai refusé de prêter de l'argent à Hugo pour son idée de business de lunettes de soleil artisanales en livraison directe, il a réagi comme si j'avais brûlé sa maison d'enfance. Il m'a dit que je devais croire en lui, j'ai répondu que je croyais aussi au fait qu'il se trouve un vrai travail. Il a publié un message sur les gens qui empêchent les autres de réussir. Alors non, ce matin à l'aéroport n'est pas arrivé par hasard. C'est le résultat de 10 ans de petite pression me poussant vers le bord du gouffre. C'est arrivé après que j'ai appris à traduire les phrases familiales. On y va tous ensemble signifie que tu vas payer pour tout le monde. On est fier de toi signifie continue de nous entretenir. Il fait des efforts signifie fait disparaître les conséquences de ses bêtises. Je n'avais pas prévu de faire un scandale. L'aéroport n'est pas un endroit pour les drames, c'est un endroit pour la patience. Je me suis assis et j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Dans mes voyages, le vol apparaissait mais mon siège était marqué comme annulé pour non-présentation, ce qui était délirant car j'étais à l'heure pour l'horaire qu'on m'avait donné. Dans les méthodes de paiement, ma carte était enregistrée et mes miles s'étaient épuisés. J'ai cliqué sur l'historique de l'activité. 2 surclassements avaient été effectués à 6h13 du matin, mais pas pour moi. J'ai vu qu'Hugo s'était ajouté comme voyageur principal pour 3 segments du voyage et mon nom n'était qu'une étiquette sur la facture. Je suis passé sur l'application de location de voiture. La réservation était à mon nom avec une prise en charge à 15h et le paiement dû à la récupération du véhicule. Le conducteur principal était Hugo, ajouté par le propriétaire du compte, c'est-à-dire moi. J'ai vérifié la réservation de la maison. Le propriétaire m'avait envoyé un message disant que le code d'entrée ne serait donné qu'une fois le solde payé. Le bouton payer maintenant clignotait comme un défi. J'ai fixé l'écran. J'entendais les appels pour des vols qui n'étaient pas le mien. J'attendais que mon téléphone s'allume avec un message me demandant où j'étais, mais rien n'est venu. J'ai fait défiler Instagram à nouveau et j'ai zoomé sur la photo de ma mère. On voyait un bout du sourire de mon père, Hugo faisant un signe de la main et ma mère avec sa nouvelle valise. Aucune place pour moi. Mon estomac s'est noué puis s'est transformé en béton. Une inconnue s'est assise 2 sièges plus loin et m'a demandé si j'avais raté mon vol. J'ai failli lui raconter toute l'histoire mais j'ai juste répondu que c'était un peu plus compliqué que ça. J'ai regardé mon téléphone, ma carte, mes identifiants et mon nom en haut de chaque facture et j'ai enfin écouté cette part de moi qui en avait assez. Parfois, une limite n'est pas un grand discours, c'est juste un paramètre dans une application avec une petite icône de poubelle à côté d'une carte enregistrée. Je suis d'abord allé au comptoir parce que je reste poli même quand je suis furieux. J'ai demandé s'il y avait un moyen d'aller à Nice aujourd'hui. L'agente m'a répondu que tout était complet et qu'il faudrait tenter l'attente le lendemain sans garantie. Je l'ai remercié. Je me suis rassis. J'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne et j'ai supprimé ma carte de tous les profils que je ne reconnaissais pas comme celui intitulé Voyage Famille pour le groupe Hugo 2019. J'ai changé mon mot de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et supprimé les appareils de confiance. Je n'ai pas annulé leurs billets, je ne pouvais pas car ils étaient déjà en l'air, j'ai juste coupé l'arrivée de carburant. Ensuite, j'ai ouvert la réservation de la voiture et j'ai lu les conditions 3 fois. Le conducteur principal devait être présent avec une pièce d'identité correspondante et la carte de paiement devait appartenir au conducteur principal. J'ai modifié la réservation pour retirer Hugo des conducteurs autorisés. L'application m'a demandé de confirmer et je l'ai fait. J'ai décalé l'heure de prise en charge à 19h pour me laisser le temps de réfléchir. Je n'ai pas annulé tout de suite. Enfin, j'ai géré la maison. Le propriétaire avait une option d'annulation gratuite jusqu'à midi. Il était 10h57. Le solde de 2050 € était toujours en attente. J'ai envoyé un message expliquant qu'il y avait un problème et que notre groupe ne voyageait plus ensemble comme prévu.
J'ai précisé que je n'étais pas à l'aise à l'idée de maintenir cette réservation avec ma carte et que je risquais d'annuler avant la fin du délai gratuit. Elle m'a répondu 2 minutes plus tard qu'elle comprenait et qu'elle attendait ma décision pour midi. J'ai posé mon téléphone face contre terre et j'ai respiré comme on l'apprend dans les vidéos de relaxation. Mes mains tremblaient quand même. J'ai tenté de rappeler Hugo, puis ma mère, puis mon père. Messagerie, messagerie, messagerie. J'ai écrit sur le groupe que j'avais eu le mauvais horaire et que j'avais raté le vol du matin en leur demandant de m'appeler. Les bulles de saisie sont apparues puis plus rien. Le silence est une langue dans ma famille, cela signifie que tu vas finir par arranger les choses. À 11h40, j'ai pris mon téléphone et j'ai pris 3 décisions. Ce n'était pas de la vengeance, c'était juste pour arrêter l'hémorragie. Les haut-parleurs de l'aéroport annonçaient des noms d'inconnus pour un dernier embarquement. Je regardais l'aiguille des minutes s'approcher de midi avec une concentration extrême. J'ai d'abord appelé ma banque pour signaler que je voulais retirer un utilisateur autorisé et contester certains frais. J'ai lu les numéros de transaction. Le conseiller a tapé sur son clavier. J'ai expliqué que je n'avais pas autorisé les surclassements de 6h13 du matin et qu'ils avaient utilisé ma carte enregistrée sur un profil familial. Il m'a dit qu'il pouvait les marquer comme non autorisés. Il a annulé mon ancienne carte et m'en a envoyé une nouvelle en express. Il a supprimé Hugo en tant qu'utilisateur autorisé. J'ai ressenti ma première vraie bouffée d'air de la journée. Puis j'ai ouvert la réservation de la maison à 11h51. J'ai écrit à la propriétaire pour annuler. Elle a répondu instantanément que c'était fait et que l'acompte serait remboursé sous 5 à 7 jours. L'application affichait annulé. Ma carte n'était plus un pont sur lequel les autres pouvaient rouler. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la peur disparaisse. Pas de drame, juste un bouton de confirmation. À 11h57, j'ai annulé la location de voiture. L'application m'a demandé si j'étais sûre et j'ai cliqué sur oui. J'ai noté le numéro de confirmation dans mon carnet parce que c'est comme ça que je fonctionne. Puis j'ai supprimé l'application de mon téléphone. Midi a sonné comme une libération. Je me suis assis et j'ai attendu que mon téléphone explose mais il est resté silencieux pendant que j'achetais un café noir et un bagel. Faire des choix simples semble bruyant après avoir pris une décision aussi lourde. À 12h17, un nouveau post de ma mère est apparu avec la plage en arrière-plan disant qu'ils étaient bénis. J'ai écrit dans mes notes de ne pas céder à la tentation de répondre. À 13h03, Hugo a enfin envoyé un message disant que son téléphone n'avait plus de batterie et qu'il fallait que je me détende car il venait d'atterrir. Il me demandait les détails de la voiture et le code de la maison sans aucune excuse ni explication. J'ai fixé le mot détende comme s'il allait prendre feu. J'ai tapé puis effacé plusieurs messages avant d'envoyer que je n'étais pas dans leur vol et que ma carte ne serait plus utilisée. J'ai ajouté que la maison était annulée et qu'ils devaient trouver leur propre solution. C'était comme jeter un seau d'eau glacée dans une pièce. Les points de suspension sont apparus. Il m'a demandé si j'étais sérieux en disant que maman paniquait et que papa disait de ne pas faire l'enfant et d'envoyer le code. J'ai répondu qu'il n'y avait pas de code. Il a appelé, j'ai laissé sonner. Il a rappelé, j'ai laissé sonner encore. À 13h11, ma mère a écrit que ce n'était pas drôle et qu'ils étaient à la sortie de l'aéroport en demandant où était la voiture. À 13h12, elle a ajouté qu'il ne pouvait pas s'enregistrer et que le propriétaire disait que le responsable devait être présent. À 13h14, mon père a écrit de ne pas faire ça à ma mère. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les avions atterrir, indifférent aux drames familiaux. À 14h02, ma mère a posté une story avec Hugo, tous deux faisant la tête, avec pour les gens d'enfer à l'aéroport. Hugo m'a écrit en privé que j'étais en train de tout gâcher. J'ai répondu que j'avais demandé à être inclus mais que je ne l'avais pas été, que j'avais demandé à ce que ma carte ne soit pas utilisée sans moi et qu'il l'avait fait, donc j'avais annulé mes obligations. Il m'a envoyé un message vocal que je n'ai pas écouté. Puis un message vocal de ma mère est arrivé à 14h27 d'une voix aiguë avec le vent en arrière-plan. Elle criait qu'ils restaient là comme des idiots et que les gens de la location et de la maison avaient besoin de moi. Elle demandait ce que j'avais fait parce qu'ils étaient coincés en ville.
J'ai éloigné le téléphone pour laisser le son se perdre dans l'air. Quand ça s'est arrêté, je l'ai enregistré car je voulais me souvenir de ce que l'arrogance produit quand elle est contrariée. Je n'avais pas de discours préparé. J'ai juste écrit sur le groupe que ce n'était pas de la vengeance mais une conclusion. Je leur ai dit de ne plus utiliser mes comptes, mon nom ou de faire des plans qui m'obligeaient à les secourir. Puis j'ai activé le mode ne pas déranger et je suis allé au parking. Je n'allais plus à Nice. Je suis rentré chez moi parce que c'est là que mes clés fonctionnent encore. À 16h40, je me suis réveillé d'une sieste sur le canapé avec 36 appels manqués et 3 nouveaux messages vocaux. J'ai écouté le dernier, c'était Hugo, furieux, murmurant de colère que maman pleurait et que papa était hors de lui. Il disait que je les avais fait passer pour des fous. Je me suis assis et j'ai dit à voix haute que j'avais choisi de penser à moi. Ça sonnait un peu cliché mais c'était vrai. À 17h10, la propriétaire de la maison m'a envoyé un message disant qu'elle avait reçu un appel de ma famille et qu'elle était désolée pour ce que je traversais, ajoutant que les limites étaient difficiles à poser. J'ai fixé cette phrase comme si c'était une couverture chaude. À 18h02, mon père a écrit qu'on en discuterait à leur retour. J'ai tapé que nous n'en discuterions pas mais je n'ai pas envoyé le message. J'ai allumé mon ordinateur et changé tous mes mots de passe de voyage. J'ai supprimé toutes les cartes enregistrées et retiré ma mère et Hugo de tout ce qui portait mon nom. J'ai imprimé une liste et je l'ai scotchée à l'intérieur d'un placard de cuisine avec les abonnements que je payais désormais pour moi seul uniquement. À 19h20, j'ai commandé une pizza et je l'ai mangée dans une assiette parce que je méritais mieux qu'une boîte en carton. À 20h05, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire nommé Urgence. À 21h, j'ai envoyé un dernier message à Hugo lui demandant de ne plus me contacter de la journée. Il a répondu avec des bulles de saisie que je n'ai pas lues. Le mode ne pas déranger a fait son travail pour la première fois. Ils ont fini par trouver un motel avec une machine à glaçons cassée quelque part près de la mer. Je le sais parce que ma mère a posté une photo d'un coucher de soleil avec pour légende ce n'était pas ce qui était prévu. Il y avait des commentaires tristes et une tante qui a écrit que Julien allait arranger ça. J'ai bloqué la tante pour 30 jours et je me suis senti comme un rebelle. Le lendemain matin, mon père a appelé à 8h07 et j'ai laissé passer l'appel. Il a laissé un message sur la réputation de la famille. À 8h16, ma mère a écrit qu'ils avaient payé le petit déjeuner sans moi. À 8h30, Hugo a envoyé une capture d'écran d'un tableau de frais avec les nouveaux coups entourés en rouge en disant que je leur devais la moitié. J'ai ri tout seul dans ma cuisine puis j'ai arrêté car ce n'était pas drôle, c'était juste trop familier. J'ai écrit un message définitif disant que je ne paierais pas pour des plans faits sans moi ni pour des frais sur des comptes que je ne contrôlais pas. Je leur ai demandé d'arrêter de demander. Je l'ai envoyé sur le groupe pour que personne ne puisse déformer mes propos. Puis j'ai pris une douche et je suis allée travailler comme une personne normale avec des principes. À la pause déjeuner, j'ai parlé aux ressources humaines pour retirer ma famille de mes contacts d'urgence. La femme des ressources humaines a hoché la tête comme si elle entendait ce genre d'histoire tous les jours et m'a dit que j'avais le droit de mettre à jour mes formulaires. J'ai mis mon amie Amélie en premier contact. C'était un petit geste mais il m'a semblé immense. Amélie m'a rejoint après le travail. Elle connaît ma famille par les anecdotes que je lui raconte. Elle m'a demandé les dernières nouvelles et je lui ai raconté qu'il m'avait laissé à l'aéroport avec un faux itinéraire avant de vouloir utiliser ma carte pour tout le reste. Elle a répondu qu'il était temps que je réagisse. Elle m'a montré comment mettre une conversation en sourdine sur mon téléphone. Je l'ai fait et j'ai eu l'impression de supprimer une chanson que je détestais d'une playlist que je n'avais pas créée. Cette nuit-là, j'ai dormi. Je me suis réveillée une fois par habitude à 2h du matin et j'ai vu 12 messages en attente derrière le mode silencieux. Je ne les ai pas ouverts. Le lendemain, j'ai résilié le forfait téléphonique familial. J'ai séparé mon numéro et je leur ai envoyé les instructions pour qu'ils récupèrent les leurs en leur donnant 10 jours avant la fermeture définitive du compte. Ma mère a envoyé un message vocal sur ma cruauté. J'ai répondu par écrit que ce n'était pas une punition mais une clarification sur ce que je choisissais de payer. Hugo a débarqué chez moi 2 jours après leur retour. Il a frappé à la porte jusqu'à ce que ma voisine sorte sur le palier.
J'ai ouvert avec la chaîne de sécurité. Il a plaqué son front contre l'ouverture en disant que j'étais obsédée par l'argent et que c'était dégoûtant. J'ai répondu que j'étais attachée à mon argent parce que c'était le mien. Il m'a accusé de les avoir abandonnés, j'ai rétorqué que c'était eux qui m'avaient laissé à l'aéroport en changeant ma réservation. Il a levé les yeux au ciel en disant que c'était maman. J'ai rappelé qu'il était sur la photo. Il a poussé la porte une fois puis m'a demandé de payer ma part du motel. J'ai dit non et je lui ai demandé de ne plus venir ici. Il a ri nerveusement en disant que je n'étais pas quelqu'un d'amusant. J'ai répondu que je le savais et j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient mais j'ai laissé passer une minute avant de me faire un thé. Le dimanche suivant, je ne suis pas allée au dîner familial. Ma mère a envoyé une photo d'une chaise vide mais je n'ai pas répondu. Le lundi, elle a voulu organiser une réunion de famille. J'ai écrit que je ne viendrais pas et qu'ils devaient poser leurs questions par écrit. Mon père m'a envoyé 6 paragraphes sur le devoir et ma mère un sur ma froideur. J'ai répondu en 2 lignes que je ne discuterais plus de finances en personne et que si mon nom était encore utilisé sans permission, je ferais appel à la banque et à la police. Amélie m'a fait rire pour la première fois depuis l'aéroport. Nous sommes allés voir un film et j'ai mangé du pop-corn avec le sentiment de l'avoir mérité. J'ai aussi fait des choses simples comme installer un gestionnaire de mots de passe et vérifier chaque prélèvement automatique. J'ai annulé 3 services de streaming qui ne servaient qu'aux autres. J'ai pris rendez-vous avec une thérapeute. Elle m'a demandé ce que faisait mon corps quand ma mère m'écrivait et j'ai répondu que ma mâchoire se crispait. Nous avons travaillé le dessus. Une semaine après, ma mère a posté une photo de la villa où elle espérait retourner. Hugo a posté un message sur les faux amis. Mon père a laissé un message tard le soir disant qu'on ne devrait pas laver notre linge sale en public. J'ai eu envie de hurler que c'est lui qui l'avait fait, mais j'ai préféré ranger ma vaisselle. Le calme s'est installé autour de moi. Des gens qui n'étaient pas de ma famille m'ont écrit. Une amie m'a proposé un week-end en juin en précisant qu'on séparerait les factures. J'ai réalisé qu'en dehors de ma famille, les limites étaient la norme. 2 semaines plus tard, ma mère a tenté une nouvelle approche en disant que je lui manquais. J'ai répondu que je passerais quand on serait d'accord sur une règle simple, pas de sujet d'argent et aucune demande de service. Elle a envoyé un cœur, ce qui signifie qu'elle fera semblant d'être d'accord jusqu'à ce qu'on soit assis à table. Je n'y suis pas allée. J'ai gardé le message vocal où elle hurlait. Je ne l'écoute pas, j'ai juste besoin de me souvenir des mots. Ils étaient coincés en ville et demandaient ce que j'avais fait. La réponse est simple, j'ai arrêté de payer pour les mensonges des autres et j'ai arrêté d'être un compte de crédit invisible. Cette histoire illustre parfaitement le fardeau qui pèse sur l'enfant que l'on qualifie toujours de responsable ou de sérieux au sein d'une dynamique familiale toxique. Souvent, dans ces familles, un membre est désigné d'office comme le sauveur financier et émotionnel, tandis que les autres se complaisent dans une immaturité entretenue. Le geste de Julien, bien qu'il puisse paraître radical ou froid aux yeux de ses parents, est en réalité un acte de survie mentale. En coupant les vivres et en annulant les réservations, il ne cherche pas à se venger, mais à forcer sa famille à se confronter à la réalité de leurs propres actes. La manipulation émotionnelle, utilisant souvent la culpabilité et les traditions familiales, est un outil puissant pour maintenir le contrôle sur celui qui réussit. Il est essentiel de comprendre que poser des limites n'est pas un acte de haine, mais un acte de respect envers soi-même.